Banine. À mes frères africains, que demande le peuple? YouTube pour faire quelques émissions. Ces jours-ci, nous allons parler des réformes en RDC. Parlant de réformes, on voit également l'avenir. Presque 5 ans depuis les élections de 2018, où président Félix Tshisekedi est porté au pouvoir, et de l'autre côté, la MOUCA a été créée ensemble, et Martin Fayoulou, jusqu'à l'heure actuelle, proclame le président élu, à la quête de ce poste de président élu, avec plusieurs propositions qu'il a toujours exhibées sur l'espace public, qu'il faut faire des réformes. Oui, les réformes. Alors, la question d'aujourd'hui, c'est de savoir, presque 5 ans déjà, quelles sont les réformes qui sont réellement déjà mises en place. Et si les réformes sont mises en place, qu'est-ce que nous devons nous attendre de ces réformes? Est-ce que la population congolaise est-elle prête pour accepter ces réformes? Parlons aujourd'hui de la CENI. Demain, nous parlerons d'autres aspects. La CENI. La CENI étant l'organe d'appui à la démocratie, comme cela a été l'essence même de la naissance de cet organe à Sun City en 2000. Il y a eu 21 membres qui ont occupé donc cet organe et qui ont amené les différents groupes, forces politiques à l'époque vers les élections. Ayant opté pour qu'une personne de la société civile soit à la tête de la CENI, afin que la CENI ne soit pas l'organe de la politique, mais ce soit en fait dépolitisé et que cela ait la forme nécessaire pour pouvoir amener avec l'intégrité, la traçabilité, avec la crédibilité, la personne qui sera promise aux fonctions de président de la République. Après 3 ans, après 3 expériences des élections en RDC, il est certainement temps de se mettre en cause. Et c'est la question pour laquelle aujourd'hui je suis revenu avec la question de la CENI. Est-ce que après les 3 échéances électorales au Congo, est-ce que la CENI a-t-elle réussi la mission qui lui a été dédiée lors de sa création? Est-ce que la démocratie est-elle réellement vécue au quotidien de la population congolaise, mais aussi au niveau des différents organes? Est-ce que la démocratie en RDC doit-elle être considérée juste comme la lecture de la mise en place d'un nouveau leader ou juste une forme pour camoufler l'existence d'une forme de dictature au niveau de l'Afrique? Parce que la situation du Congo était aussi, on peut l'extrapoler pour les autres pays de l'Afrique. Est-ce que la bonne gouvernance doit-elle passer impérativement par la CENI pour avoir les personnes dignes de gérer et de diriger notre pays? Après les élections de 2018, il y a eu, comme tout le monde, la naissance de ce que nous avions considéré comme l'alliance FCC-CACH. Cette alliance a fini par se solder par beaucoup de situations que nous connaissons. Nous n'allons pas entrer en détail. Et enfin, nous sommes aujourd'hui avec ce que nous appelons l'Union sacrée. L'Union sacrée a réussi à regrouper plusieurs acteurs, dont notamment de ceux qui sont aujourd'hui, ceux qui furent hier de l'opposition, mais qui sont aujourd'hui membres des gouvernements mis en place. L'Union sacrée a promis à présenter auprès de la nation que la démocratie à la congolaise, ou
de la manière dont la démocratie se présente à l'heure actuelle à travers le monde est issue des consensus et de rapports, de collaborations avec plusieurs fractions afin d'obtenir la majorité. C'est ce qui s'est passé, bien entendu, pour amener la chute de FCC. Nous avions vu comment ça s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des Sénats, et aujourd'hui, l'existence de ce gouvernement des Warriors. Mais est-ce que ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui a-t-il donné la crédibilité pour les échéances électorales à venir de 2023? La plupart des peuples congolais, de la population congolaise se pose la question, est-ce que l'organe des élections, l'organe qui prend en charge même la qualité des élections, cet organe est-il digne de la transparence, de la régularité, de la fiabilité, de la sécurité même des résultats, de l'ordre même des priorités des résultats, de la crédibilité? Il est très difficile de répondre par cette question par une réponse affirmative. Parce que nous connaissons très bien que les 3 élections qui ont précédé, de 2006, de 2011, de 2018, nous démontré que plusieurs problèmes de légitimité après ces élections. D'où la question est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que la population aujourd'hui redonne la confiance à cet organe. Il y a une proposition de loi que nous appelons la proposition de M. Lutundula qui s'est présenté membre qui a présenté cette proposition avec la possibilité de faire les ajustements au niveau de la réforme de la loi électorale. Et dans ces ajustements, au lieu de pouvoir conserver un très grand nombre, ils sont partis sur l'ordre des 12 personnes. 12 personnes, 12 membres, dont 3 de chaque composante électorale. La question, c'est de savoir si est-ce que c'est le nombre de personnes qui donnent la crédibilité à l'organe ou ce sont les acteurs. Ou peut-être même c'est dans les gènes de l'homme africain d'accepter tellement très facilement la corruption pour céder à la crédibilité ou garantir les rôles qui a été confié à l'organe électoral, la CENI. Je suis personnellement très sceptique par rapport à ce qui va se passer dans les jours à venir par rapport aux élections. Je suis certainement convaincu qu'en 2023, il y aura les élections. Mais ce que je remarque, c'est qu'au lieu de se concentrer sur les besoins de la population, pendant tout ce temps ici, les acteurs de notre classe politique, les acteurs de la politique congolaise, se sont plus concentrés sur les questions d'ordre électoral, au lieu de se concentrer d'abord sur le plan d'action. Quand on entend l'homme congolais parler, l'homme politique congolais parler, vous allez surtout entendre ce genre de discours. C'est possible que les élections en 2023, non, ça ne va pas avoir lieu. Vous allez entendre ces discours du genre, oui, mais de toutes les façons, ils vont chercher à s'éterniser au pouvoir. Et on oublie que le besoin de la population n'est pas d'aller aux élections. Parce qu'aller aux élections, c'est beaucoup plus. C'est positionner en tant qu'acteur politique. Le besoin de la population, c'est de répondre aux problèmes de la vie sociale. Répondre au minimum à ce que nous considérons, ou ce que nous avons appris comme les pyramides de Maslow. Les besoins primaires de la population. Est-ce que l'homme congolais, l'homme politique congolais, peut-il réfléchir néanmoins sur ces points? Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre l'exode rural. L'exode rural a fait que la plupart des jeunes, ces jeunes qui sont à la fois les moteurs de développement dans les coins où ils sont, ils quittent les provinces et ils viennent tous à Kinshasa. Ou ils vont dans les provinces où il y a une lueur d'espoir
de meilleures conditions de vie. Et cela entraîne donc la pauvreté dans nos régions, dans nos provinces. Cela entraîne qu'il y a moins de main-d'œuvre au niveau de la production locale. Et cela aussi entraîne également qu'il n'y a pas une lueur d'espoir pour nos provinces dans les années à venir. Ça laisse le champ libre à des personnes qui sont mal intentionnées de venir s'approprier nos terres, de venir s'installer, devenir des acteurs de développement dans l'agriculture, dans l'élevage, dans le pêche, dans des secteurs de besoins primaires. Et enfin, nous allons être étonnés, après 10-20 ans, que certaines personnes s'approprient la nationalité congolaise et arrivent à revendiquer de plein droit la place que nous avions favorisée avec notre politique de positionnement politique. J'ose croire que la classe politique congolaise oublie au fait l'intensité des sens de devoir d'un homme politique. J'ose croire que nous oublions l'essence de responsabilité que ça revient de nous en tant qu'acteurs et hommes politiques par rapport aux responsabilités morales de la pérennisation générationnelle de ce que nous avons hérité de nos aïeux. Réfléchissons juste un instant. Aujourd'hui, nous sommes en train de déclarer haut et fort que le patrimoine congolais, les différents patrimoines congolais, doit revenir sur le sol congolais. Ce qui est totalement bien et de droit. Mais ces gens qui ont fait qu'aujourd'hui nous soyons fiers d'être congolais, s'ils avaient abandonné leur sens de responsabilité en se cramponnant qu'à l'organe qu'aux élections pour se positionner, est-ce que nous, aujourd'hui, on allait avoir cette fierté? Ou bien, nous considérons carrément que ce qu'ils ont fait comme travail n'a pas de raison d'être. Je me positionne sur cette analyse pour demander à l'ensemble de la communauté congolaise d'y réfléchir sur le sens que nous donnons à notre politique, sur le sens de ce que nous donnons à notre combat. La population congolaise à l'heure actuelle n'a pas forcément besoin des élections, bien que cela est très important. La population congolaise a besoin de se retrouver dans de bonnes conditions de vie, avoir un bon travail, que les provinces se retrouvent en sécurité et non pas de peupler par l'exode qui est occasionné par des souffrances que nous, les acteurs politiques, nous sommes quelque part parmi des causes causales. Nous devons réfléchir sur les différentes possibilités de recadrer les différents organes. Il y a un homme politique qui me disait qu'à l'heure actuelle, être gouverneur de province de Kananga ou de Kasaï oriental, c'est se mettre la corde au cou, c'est en quelque sorte, c'est un suicide volontaire. Parce que les besoins qui se présentent là, on ne saura pas les réunir. C'est en quelque sorte comme si c'est un soldat qui va en guerre, mais qui sait déjà qu'il va mourir. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va se jeter vraiment dans le front, ou bien il va chercher à enlever les tenues militaires, jeter l'arme, jeter les bottines, devenir civil et fuir? Alors pourquoi se présenter devant les autres personnes comme acteurs politiques? Nous sommes dans une situation où nous devons affronter les défis. Les défis que nous avons devant nous, c'est de se regarder en face
de voir où le pays se situe aujourd'hui et d'accepter les sacrifices, les sacerdoces de la vie politique, de se mettre dans la peau de ceux qui sont restés dans nos territoires, dans nos contrées et dans nos coins et recoins du pays, de s'assumer en tant que citoyen congolais qui accepte d'abord que le besoin de notre population doit être pour nous une priorité, de défendre ces besoins et de lutter sous plusieurs aspects avec le petit moyen de bord qu'on a pour l'émergence. J'ose croire que la question de la CENI, les réformes de la CENI, oui, 12 membres, c'est bien. Mais en mettant 12 membres, nous avons 3 membres, 4 membres, disons, de la société civile, 4 membres du gouvernement et 4 membres de l'opposition. Est-ce que la CENI restera-t-elle encore apolitique ou sera-t-il dépolitisé ou la CENI aura l'impact sur les décisions des acteurs politiques? Conscient que l'objectif initial de la création de la CENI était de permettre à ce que la société civile qui était apolitique de jouer l'influence sur les décisions, sur les acteurs politiques. 3 ans après l'échec total, 3 séances électorales après l'échec total, aujourd'hui, les acteurs politiques veulent s'approprier de cet organe. Alors, je vais ouvrir une brèche et je vais la fermer tout de suite. Si nous, acteurs politiques, nous considérons que la CENI n'a plus de raison d'être, si nous estimons que nous pouvons faire la politique comme à l'extérieur de la RDC, comme on le fait dans d'autres pays, les pays européens, l'Amérique, l'Asie et consorts, il n'y a pas des organes d'appui, d'accompagnement à la démocratie comme la CENI ou la CEI pour organiser les élections. Alors, remettons la situation dans les contextes normaux. Ces contextes qui est le ministère des Affaires intérieures s'organise pour partir dans les différents axes de reconnaître qui est congolais et qui ne l'est pas, afin de faciliter l'obtention des cartes d'identité, l'identification nationale, et organiser les élections en bonne et due forme. J'ose croire que le parti actuellement au pouvoir, l'UDPS, qui s'est toujours prôné comme étant parti qui promouvoit la démocratie, peut proposer une loi en faveur de réforme de l'existence de la CENI et redonner la place des élections au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est vrai que ce n'est pas facile, parce que pour pouvoir intégrer une loi de la sorte, il y a plusieurs aspects. Pour la plupart des personnes qui n'ont jamais travaillé sur une proposition de loi, j'aimerais signifier ici qu'il y a pratiquement 10 à 11 étapes qu'il faut suivre. D'abord, il faudrait qu'un député rédige la loi, fait la proposition de la loi au niveau de l'Assemblée nationale. En deuxième, il faudrait que l'Assemblée nationale transmette aussi la proposition de la loi en question au niveau de la Chambre basse. Il faudrait organiser en troisième place l'avis des considérations au niveau du bureau qui recueillit donc les différentes lois afin de proposer donc à l'auteur de la loi de porter soit une amélioration ou présenter certaines ou incorporer la loi sous la forme de tests. Une fois cela a été intégré, il y a donc l'auteur qui renvoie les tests maintenant au niveau de l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale redéfinit un peu, et relit, et modifie et puis notifie ainsi les gouvernements. Les gouvernements à son tour, ils ont 15 jours de notification. Les gouvernements dressent donc des observations et les bureaux, l'Assemblée nationale, dans le délai normalement,
reçoit les propositions et entame donc l'analyse au niveau de la chambre basse. Et après cette période-là, donc l'Assemblée, le bureau de l'Assemblée nationale soumet donc la proposition de la loi au niveau de la conférence et cela entraîne donc un débat qui est inscrit au niveau du calendrier de la session. Une fois la session est mise en place, la loi est inscrite, donc le calendrier de la session, ce que je voulais dire, il y a une plénière qui est convoquée et lors de la plénière, on va donc lire les différents objets et puis faire un débat plénière. Qui sont pour, qui sont contre, les abstentions, ainsi de suite. Si le texte est déclaré recevable après la différente formulation des amendements, donc il s'ensuit donc un examen des articles par test. Les articles par article, excusez-moi. Donc, après l'adoption des articles par article, il y a donc la loi étant renvoyée dans une commission permanente compétente pour l'examen successif. Après les examens, il y a une dernière hypothèse. Le bureau de l'Assemblée nationale fixe une date à laquelle la commission présente son rapport. À la fin de cela, la proposition de loi, soumet une commission d'adoption et on vote dans une plénière et on clôture les débats. Voici le chemin qu'il faut faire. Ceux qui ont des propositions de loi par rapport à ce que je viens de dire, sur l'existence de la CENI, oui ou non, sur la confiance, sur la crédibilité, sur la transparence, sur les réformes, à vous d'y travailler. On a besoin de têtes pensantes pour les réformes réelles et non pas pour s'évaguer dans les positionnements au niveau des élections. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée là où vous êtes et j'ose croire que prochainement nous allons également développer d'autres sujets en rapport avec notre pays, la RDC. L'amour pour la patrie reste le centre même, le socle même de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Comme d'habitude, on conclut en disant oui, le temps est éternel, mais nous sommes éphémères. Investissons pour les générations à venir. Bonne journée, bonsoir. Héritage ezala ya biso